Donc je tiens à remercier au nom de l'équipe de la médiathèque et de moi-même, Madame la conseillère départementale, ainsi que les élus de la ville de Terrasson qui nous ont fait l'honneur de venir passer cette soirée avec nous, du moins un bout, parce que Régine est attendue après, elle partira un petit peu plus tôt, elle a des vœux, donc c'est la période des vœux, donc elle est très très demandée. Mais elle est là et on la remercie chaleureusement. De même que Coralie Daubis, notre élue à la culture, et Stéphanie Porte, qui est également ici présente. Donc merci à tous. Nous tenons aussi à remercier les 3 prestigieuses personnes que nous avons l'honneur d'accueillir, à savoir Christian Signol, Michel Testu et Daniel Maja, qui nous font l'honneur de venir à la médiathèque de Terrasson. Ils vont quand même... grâce aussi aux éditions du Ruisseau et à Romain Mondonneau, à qui nous allons donner une carte blanche ce soir et qui va animer cette conférence débat. Les éditions du Ruisseau, pour ceux qui ne connaissent pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on ne sait jamais. C'est une fabuleuse maison d'édition située dans la périphérie de Sarlat, à Carsac, c'est ça ? Vitrac. Et cette maison d'édition, vraiment... notre région peut s'enorgueillir d'avoir une maison d'édition aussi chouette. Ils font rayonner le patrimoine et la culture et on les en remercie. Donc maintenant je vais arrêter mon discours et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Merci Carole. Donc merci à la médiathèque pour son invitation, pour cette soirée dédiée à la lecture, qui est une opération, je crois, nationale. Donc on est content d'être là il n'y a pas très longtemps, à vrai dire. Et donc nous revenons avec plaisir à Terrasson. Et comme le disait Carole, on est bien accompagnés, puisqu'on a 3 amis qui ont participé assez largement à certaines de nos publications. Donc un mot tout de même sur les éditions du Ruisseau, effectivement, situées à Vitrac. Voilà, nous on est une association 1901 qui s'appelait l'association Périgord Patrimoine. On a acheté le nom édition du Ruisseau il y a très peu de temps, il y a quelques années. Et on essaye de fabriquer des livres pour... au départ c'était vraiment pour porter, faire rayonner les différents patrimoines du Périgord, patrimoine historique, naturel et artistique. Et puis peu à peu, finalement, sans vraiment de préméditation, on a fait des livres sur des sujets un peu connexes, puis sur des territoires un peu connexes. Hier, en fin d'après-midi, on était à Bordeaux, on revient de Bordeaux ce matin avec Daniel, puisqu'on a fait plusieurs livres sur le Bordelais, sur Montaigne, enfin voilà, des choses qui pouvaient avoir un rapport aussi avec notre territoire aquitain. Et voilà, donc on est content de faire rayonner le Périgord, au sens où on en a mis la phrase de l'intellectuel portugais qui s'appelle Miguel Torga. L'universel, c'est le local moins les murs. Donc on est content de notre identité périgourdine, mais pas dans un sens fermé, bien au contraire, mais très ouvert sur toute la diversité, tout ce qui peut nourrir notre identité, qui est par nature évidemment métissée. Et je pense que dans les temps que nous vivons, c'est quand même pas trop mal d'essayer d'assumer une identité tout en la laissant ouverte. Et c'est dans ce sens-là qu'on a effectivement, on essaye de fabriquer des livres avec Elena, et on essaye de partager notre amour du patrimoine, de nos rivières, de nos forêts, de notre histoire. On a beaucoup travaillé sur Saint-Amand-de-Coly il n'y a pas très longtemps, et là on va s'engager pleinement dans un travail autour du patrimoine templier et hospitalier de la Vézère, donc ça va vous concerner, puisque on prépare un livre pour la fin de l'année sur Condat et le patrimoine hospitalier puis templier. Voilà, donc on essaye de travailler un peu tous azimuts. Un mot tout de même, avant de donner la parole à nos invités, parce que c'est eux qui sont évidemment importants. Voilà, on a essayé de distinguer dans nos cinquantaines de livres que nous avons fait, on devrait en avoir 8 de plus cette année, différentes collections. La collection Sédiments, c'est la collection peut-être que vous connaissez, qui porte sur les patrimoines du Périgord. La collection Argile, c'est plus des textes un peu autobiographiques, des récits autobiographiques. Paesina, c'est sur les arts visuels, donc on a beaucoup travaillé sur la photo. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si vous avez des questions. Pagus, c'est une collection, c'est un écrivain, un paysage. Et Lapis Lazuli, on vient de sortir cette collection avec un premier
texte qui a été publié il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça qu'on est venu ici il y a quelques mois. C'était l'éloge de l'engoulevent, et il se trouve que depuis on a eu plein de presse nationale, Arte, etc. Donc vous avez senti le truc, et je pense compris que c'était un texte important, donc on a eu plein de chance. On a eu plein de presse au moment où on n'avait plus de livres à vendre, donc commercialement c'était nul total. Mais bon, on était hyper contents du coup quand même. Donc voilà, un mot pour présenter nos invités, puisqu'ils ont participé à certains de ces ouvrages, de ces différentes collections. Alors Daniel Majat, parce que c'est celui qui est en haut, voilà, avec lequel donc, on était hier à Bordeaux, parce qu'on a publié il y a 3-4 ans, il nous en reste presque plus, hein, il nous reste 2 cartons je crois, un livre autour de la pensée de Montaigne. Et Daniel Majat, pendant une trentaine d'années, a été un peu le grand illustrateur du magazine littéraire, même s'il a travaillé aussi pour Lire, pour Le Monde, pour le Nouvel Observateur. Il a fait quelques couvertures du New Yorker. Et voilà, Daniel a accepté de nous accompagner dans cette aventure autour de Montaigne. J'avais beaucoup travaillé sur la Boétie, et l'idée c'était de poursuivre ça par Montaigne. Et hier, on a eu la chance d'être accueillis à la bibliothèque municipale de Bordeaux, la bibliothèque centrale, où tous les dessins originaux du livre ont été merveilleusement exposés. Et la grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu voir l'exemplaire, le fameux exemplaire classé patrimoine mondial UNESCO, sur lequel Montaigne a rajouté plein de petites phrases. On était très émus de rentrer dans la chambre forte, qui est un peu le saint des saints. Donc voilà, ce mot sur Daniel. Christian Signol, vous connaissez bien, nous a généreusement offert un texte sur la rivière Dordogne. Je crois qu'il nous expliquera qu'il avait fait une trentaine d'années, qui était épuisé. Et je l'ai sollicité pour rééditer ce texte magnifique, qui me semble le plus beau, hein, sur la rivière, des sources jusqu'à l'estuaire. Et très gentiment, il nous a confié le manuscrit qu'il a en partie réécrit d'ailleurs pour le petit livre Pagus, donc sur la rivière. Et évidemment, nous l'avons intégré dans une sorte d'anthologie qu'on a sortie il y a, je sais pas, 6 ou 8 mois, je me souviens plus, le Périgord des écrivains, puisque voilà, l'idée c'était d'essayer de choisir une cinquantaine des plus beaux textes qui avaient été écrits sur le Périgord. Évidemment, Christian Signol a toute sa place, et singulièrement dans sa manière de vanter, de célébrer notre rivière. Il n'est pas loin d'ici, puisque lui, il faut juste remonter un peu la Vézère, mais voilà, la Dordogne joue un rôle assez singulier dans son œuvre. Et puis enfin, Michel Testu, donc, qui est le président de l'Académie des Arts et des Lettres du Périgord, voilà, qui a écrit un très grand nombre de livres qui ont pour thème le Périgord, ou qui tournent autour du Périgord, souvent des récits assez intimistes, souvent joyeux, et qui nous a confié donc, ces 2 derniers manuscrits, ces 2 derniers livres. Un qui s'appelle Corrélation corésienne, il est allé sur les terres de Christian, puisqu'il vous expliquera qu'il a aussi, comme il dit, les métisses entre le Périgord et la Corrèze. On accepte ce genre de métissage, ça va, t'inquiète pas. Et puis le dernier petit livre merveilleux, dont il vous parlera peut-être, la poétique des petits cimetières. C'est un amoureux de nos petits cimetières, et il a une manière de célébrer ces espaces clos de manière très joyeuse et amusante. Donc voilà, je vais tenter de faire circuler la parole, et puis donc l'idée c'est qu'on est là pendant à peu près 1 heure, et puis ensuite on pourra continuer, je sais que Christian doit partir assez vite, on pourra continuer à discuter de manière peut-être plus individuelle autour d'un verre en bas. Voilà, et on vous proposera à la vente, si vous le souhaitez, aussi certains des livres qu'on a amenés. Donc première question, peut-être Michel Testu, tu peux peut-être nous faire part un peu de ton, de la part de la création que tu as apportée, alors non pas simplement aux éditions du Ruisseau, mais ta manière de célébrer le Périgord, et puisqu'ici on n'est pas loin, peut-être aussi la Corrèze, et de nous faire part de ton affreux métissage. Bon, je pense que ça ne fonctionne pas. Tiens, Il va y avoir quelque chose à faire. C'est trop technique. Merci beaucoup. Oui, tu disais que j'étais métisse. Oui, c'est ce que je dis en général, parce que moi je suis périgordo-corrézien. J'ai vécu toute ma vie, une partie de ma vie, mes parents habitaient Périgueux, mais par contre je suis né à Brive, chez des grands-parents,
maternelle et j'avais beaucoup de familles en Corrèze. Et je n'avais vraiment jamais écrit typiquement sur la Corrèze, et c'est quand j'ai vu cette petite collection Pagus, où Christian a donné un texte magnifique aussi sur la Dordogne, j'ai eu envie, j'ai dit, mais moi je devrais écrire sur la Corrèze, parce que j'avais déjà beaucoup écrit sur le Périgord, et j'ai écrit avec un plaisir, une émotion folle, ce petit ouvrage sur la Corrèze qui personnellement me plaît beaucoup. Moi je suis content quand mes livres me plaisent. Vous voyez, cette satisfaction. Et puis ensuite, j'ai trouvé cet éditeur plutôt sympathique. Depuis que je le connais, j'ai fait une vraie fortune, je dois le reconnaître. Et j'ai écrit le dernier petit bouquin que j'ai sorti. Moi, j'ai un amour fou pour les petits cimetières de campagne, mais où qu'ils soient. Alors, j'en connais beaucoup en Périgord, où je connais même des gens qui sont dans ces petits cimetières qui me sont chers. Et j'avais longtemps que j'avais envie d'écrire. Tout le monde aime ces petits cimetières qui sont joliment placés. Vous savez, il y a une vue magnifique. On aperçoit le puits de Sancy, tout ça. Et puis on a tous la même réaction quand on arrive dans ces petits cimetières. On dit bêtement, oh, que ce qu'ils doivent être bien, là. Voilà. Et j'avais envie de célébrer ces petits endroits qui, à mon avis, sont de moins en moins fréquentés. Mais qui l'ont beaucoup été, mais de moins en moins. Et ce sont des lieux de grande poésie. Et j'ai voulu faire ce petit livre poétique des petits cimetières, et ce n'est pas du tout sinistre. Alors auprès de quelques amis, j'ai vu dans leur regard un petit espoir en me disant « Ah, c'est ton dernier !» Comme un soulagement. Mais non, ce ne sera pas mon dernier. Donc voilà les deux ouvrages que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec Romain. Et puis j'ai participé à un ouvrage sur le Périgord des écrivains et sur Saint-Amand-de-Coly, où j'avais quelques habitudes et quelques amis. J'ai toujours quelques amis. Merci, tu peux peut-être passer le micro à Christian. La manière de célébrer la Dordogne, peut-être le lien. Mais la Dordogne, pour moi, je l'ai baptisée la Rivière Espérance. Ça a été une grande, grande aventure, parce que ces 3 tomes que j'ai écrits, 1500 pages dans les années 90, qui ont été adaptés à la télévision dans un feuilleton de 9 fois 1h40, c'est-à-dire le plus grand feuilleton français jamais réalisé, parce que c'est périlleux de filmer de 9 fois 1h40, parce que si c'est bon, mais si c'est pas bon, ça se voit et ça dure. Et donc c'est délicat pour le producteur. En tout cas, c'est un feuilleton qui s'est vendu dans 20 pays étrangers, dont la Chine, ce qui n'est pas étonnant parce qu'en Chine, il y a des grands fleuves, le Yangtze, etc. Et ça a été pour moi déterminant, dans la mesure où ça m'a permis de vivre de mes livres. C'était dans les années 90, et depuis les années 90, je vis facilement de mes livres qui se vendent bien, et qui sont le plus souvent adaptés à la télévision. Alors pourquoi la Dordogne? Parce que quand j'étais enfant, adolescent plutôt, j'allais chaque après-midi me baigner dans la Dordogne qui se situe à 6 km du village où je suis né, c'est-à-dire à Vérac, dans le département du Lot, parce que moi je suis à la fois périgourdin, corrézien et lotois. Mes parents sont originaires du Lot, ma famille maternelle et ma famille paternelle est originaire de Sarlat. Et donc je connais très très bien Sarlat, le Périgord, etc. et je m'y sens aussi chez moi. Donc cette Dordogne a toujours été pour moi quelque chose d'extrêmement important, et ça l'est encore plus devenu quand j'ai écrit ces 3 tomes. À l'origine, je pensais écrire que 2 tomes, et puis je me suis aperçu en lisant l'histoire de la France rurale de Duby qu'il y avait eu sur la Dordogne des points de résistance au coup d'État de Napoléon en 1851. Je m'en suis servi pour écrire un 3e tome. Et ça a été un travail quand même assez harassant, parce que je les ai écrits 1500 pages en 4 ans. Mais avec le succès à l'arrivée, et ça a été déterminant pour moi. D'où le fait que la Dordogne, c'est quelque chose pour moi d'essentiel, et je dirais même de vital, ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, malgré mon âge avancé, je vais pêcher dans la Dordogne à la bouche, immergé jusqu'à la taille, et que je m'y trouve bien. Donc j'ai donné ce petit livre à notre ami là, au début, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, mais avec grand plaisir, parce que je trouve que
M. Mondonneau est un jeune éditeur très très méritant, parce que je connais les difficultés de l'édition. Moi, je les ai vécues avec la maison Robert-Laffont, je vois comment chez Albert Michel ça se passe, et les petites maisons également. Je sais que c'est très 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 difficile. Et donc, il n'en est que plus méritant. D'où le fait que je lui ai donné ce livre avec grand plaisir, et que je me félicite aujourd'hui de le voir dans ses collections. Merci beaucoup. Alors, Daniel Majac, donc, qui n'est pas le local de... Mais bon, encore une fois, on est très tolérant, on accepte les gens qui viennent de l'étranger. Voilà, peut-être nous faire part de la participation, parce qu'on s'est rencontrés à l'occasion du Petit Labo ici, j'avais oublié de le dire. C'était un de nos ouvrages auquel nous tenions particulièrement. Il faisait partie de la liste des dessinateurs que j'avais sollicités. Et donc, peut-être nous faire part de ce gros travail sur Montaigne, même si on a aussi travaillé sur Thoreau par la suite. Mais enfin, peut-être Montaigne, c'est quand même, voilà, encore une fois, le grand auteur universel du Périgord. Donc, peut-être un mot sur voilà, ce travail qui a duré quand même une grosse année. Après les propos de mes deux... Allez. Donc, après ces propos, je me sens un petit peu comme un immigré, exilé depuis la capitale. Il faisait froid, il y avait de la pluie, c'était triste. Et j'arrive dans le Périgord, il pleut aussi, mais c'est moins triste parce que je suis avec Romain et aujourd'hui avec des gens quand même assez étonnants dans leur amour de leur propre pays. Je ne peux pas dire que je pourrais parler de Paris comme nous en parlez quand même de la Dordogne et de la Lozère. Ça me semble un peu difficile, encore que j'aime beaucoup Paris quand même. Mais c'est vrai qu'ici c'est un renouveau, c'est une manière de se sentir tout à fait différent. Et puis alors, donc, il faut quand même parler de Montaigne, puisqu'hier, nous avons eu la chance de pouvoir regarder quand même une certaine distance l'exemplaire, un des derniers exemplaires de Montaigne, de l'édition de Bordeaux, avec les annotations surtout de cette petite écriture très très fine, très délicate, très, très raffinée. Hélas, je dis hélas parce qu'il se trouve que cet exemplaire qui date de 1580 a été relié au 19e, au début du 19e siècle, et il y a eu des coups de massicot, voilà. Un coup de massicot un petit peu malheureux, ce qui fait qu'il y a quelques millimètres de l'écriture des additifs de Montaigne, 2 millimètres. Dans cette petite écriture, ça fait parfois un ou deux mots quand même de supprimer. Bon, conséquences quand même de la technique dont on voit maintenant aussi toutes les conséquences et qui va se développer, hélas, avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que ça vient faire dans cette histoire, mais quand même, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Et Paris en étant quand même l'image bien plus que la Corrèze et la Lozère. Le Vézère. Et la Vézère. Donc tu as fait un grondé là, c'est la Vézère. Ah, c'est la petite rivière là où je suis là. Ouais. Ah oui, bon, déjà, il est quand même, je suis un émigré, vraiment, déjà je fais plein de... Donc, Montaigne, donc hier, quand Romain m'a proposé de faire des dessins sur Montaigne, dans un premier temps, j'étais vraiment très heureux. On ne propose pas toujours un livre de un projet de cette qualité. Bon, j'étais habitué, c'est vrai, aux magazines littéraires à illustrer tous les dossiers philosophiques. Bon, c'est pas que je sois philosophe, mais j'essayais quand même de rentrer dans la philosophie, de trouver l'atmosphère, le parfum des philosophes que j'ai illustrés pour les dossiers, de Kant à Platon, en passant par Heidegger, même la phénoménologie. Donc Montaigne m'apparaissait plutôt comme quelque chose, comme un propos qui était quand même très agréable pour moi, parce que je n'avais pas du tout... Donc, face à Montaigne, j'aurais pu avoir une certaine inquiétude. C'était quand même un grand personnage. Et non, bon, je suis rentré dans le livre et peu à peu
les idées sont venues. Voilà. Donc, quand même, un an de travail. Essayer de trouver quels étaient les thèmes sur lesquels je pouvais m'exprimer tout en étant loin et près du texte. C'est une sorte d'aller-retour. Enfin, je pourrais en parler plus précisément, mais je ne voudrais pas rentrer dans les propos techniques. Merci. Donc, juste peut-être pour préciser sur la manière avec laquelle on a travaillé, et après on fera circuler le micro. L'idée, c'était de rendre des livres sur Montaigne. Ils s'en publient sans doute des centaines chaque année, un peu partout dans le monde. C'est une vraie star, hein, aux États-Unis, au Japon, etc. C'est impressionnant. Donc l'idée, c'est pourquoi faire encore un autre livre sur Montaigne alors qu'il y en a tant. Là, en fait, ce que je souhaitais, c'était de réussir à le rendre populaire. Tout le monde cite Montaigne, les politiciens, etc. Ils ont tous une petite phrase, etc. Mais en réalité, qui s'est tapé le pavé des essais? Pas grand monde. C'est intimidant. Moi-même, je ne l'avais pas fait. J'avais appris un peu à l'école, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et puis finalement, par la Boétie, sur laquelle j'avais quand même beaucoup travaillé. Et puis en réalité, par la petite biographie faite par Stefan Zweig, qui est absolument magnifique sur Montaigne, vraiment magnifique. Et là, après l'avoir relu une deuxième fois, je me suis dit, bon, là, il y a quand même quelque chose à entreprendre. Et il faut arriver à le rendre accessible. Et le rendre assez accessible, en réalité, ça a été, c'est pour ça que ça a été un long travail, ça a été une lecture approfondie et de trouver une centaine de citations qu'on a souhaité en français moderne, pour qu'il n'y ait pas la difficulté. Une centaine de citations qu'on a réparties en 25 thèmes. Donc il y a des thèmes qui sont très connus parce que ce sont ceux de la gare des Michards, hein, donc le voyage, la mort, etc. Mais on a aussi choisi des thèmes qui étaient un peu à côté, qui étaient peut-être inattendus, les femmes, la bouffe, la nourriture, les paysages, voilà, la cruauté, il écrivait pendant les guerres de religion. Et donc on a serré, si vous voulez, on a réparti les citations en 25 thèmes. Et pour chacun des 25 thèmes, il y a une page de citations. J'ai demandé un dessin à Daniel, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours entre nous pour évidemment chacun de ces thèmes. Et après, je demandais à quelqu'un de reconnu pour évoquer ce thème au regard de sa propre expérience et évidemment de la pensée de Montaigne. Alors par exemple, sur les médecins, mais Montaigne n'aimait pas beaucoup les médecins, il y a beaucoup de phrases amusantes. J'ai demandé au grand médecin René Friedman de nous faire part de son expérience. Je sais que sur la mort, j'ai demandé un papier à celui qui préside l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Parce que Montaigne justifie déjà le fait à une époque où c'était évidemment méprisé par l'Église, la possibilité de mettre fin à ses jours quand on souffre, par exemple. Sur la politique, j'ai demandé achevènement, c'est-à-dire que j'ai essayé de solliciter pas mal de personnes. Il y a des écrivains, il y a Pierre Bergogneau, il y a Christian Bobin, enfin voilà, il y a des gens un peu de toute nature à qui je lançais le défi d'écrire 2 pages sur Montaigne et eux, parce que le livre s'appelle Montaigne et nous, pour essayer de donner de la modernité à la pensée de Montaigne. Et voilà, je pense qu'avec les dessins et cet accompagnement de gens plus intéressants ou plus passionnants les uns que les autres, je crois qu'on est à peu près arrivé à le rendre accessible et peut-être donner l'envie d'aller plus loin et pourquoi pas d'affronter le pavé qui est un peu intimidant. Alors, je sais que Michel est aussi un amoureux de Montaigne et donc ça me permet de continuer à faire circuler le micro. Oui, Montaigne, je dirais comme Jean d'Ormesson, j'ai bien connu. Mais c'est vrai que très tôt, j'avais un papa qui citait Montaigne à tout moment. Et il y avait dans le bureau de mon père, il y avait le fameux portrait de Montaigne, chauve, etc. Et Montaigne avait été magistrat, il avait été à la cour des aides de Périgueux, magistrat à Périgueux. Et comme mon père citait très souvent Montaigne, qu'il ressemblait physiquement à mon père, quand j'étais petit garçon, j'ai fini par croire que c'était un oncle. Et que cet oncle allait un jour débarquer chez nous à table, comme d'autres. Et je m'en suis vanté auprès de mes petits camarades de l'école primaire que ça n'a pas fait rire. Donc je suis content que tu fasses quelque chose pour la notoriété de Montaigne, qui en a vraiment besoin.
Oui, Montaigne, il y a tout dans Montaigne. S'il y a un auteur qui est une conscience et qui est rassurant, c'est bien lui. Alors, comme tu dis, moi j'ai découvert Montaigne via mon père, des citations de Montaigne, Montaigne ceci, Montaigne cela. Le Lagarde et Michard, bien entendu, qui a été pour notre génération l'ouverture à la littérature, c'était remarquablement fait. Et si ce n'est que dans le Lagarde et Michard, tous les auteurs, des grands auteurs que depuis j'ai appris à connaître, ils étaient tous morts. Et après le Lagarde et Michard, il y a eu un autre ouvrage qui était censé remplacer le Lagarde et Michard, qui avait été fait par un ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était Darcos. Et quand j'ai vu ces nouveaux bouquins, dans le XXe siècle, je me suis aperçu qu'il y avait des grands auteurs qui étaient appris dans les lycées, qui étaient vivants. J'en ai un à côté de moi, là, il est vivant, il est chaud, c'est extraordinaire. Et parce que moi j'ai longtemps cru que tous les grands auteurs étaient morts. Voilà. Et puis, moi après je me suis amusé, petit garçon, je n'avais pas envie d'être capitaine de pompiers ou gendarme, ça ne me disait rien. Mais j'avais envie d'être écrivain. Voilà, tout ça. Et donc je me suis amusé à faire l'écrivain. Et puis j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, et puis j'ai même connu des écrivains vivants. Moi je me souviens, en 1984, j'avais lu un livre qui correspondait un petit peu à ce que j'avais envie d'écrire, mais c'était un romancier qui s'appelait Les Cailloux Bleus, écrit par un certain Christian Signol. Voilà, je me souviens, et je disais un jour, je voudrais écrire un livre comme ça. Si ce n'est Christian Signol et romancier, moi je ne sais pas faire, je ne mets que mes états d'âme, je vais vous faire. Je suis un Montaigne, toute modestie mise à part. Peut-être un mot sur Montaigne, puis les écrivains. Montaigne, pour moi, c'est aussi la Boétie, beaucoup. La magnifique maison à Sarlat, de la maison de la Boétie, et puis il a beaucoup écrit la Boétie sur la Dordogne. Il y a des vers magnifiques sur la Dordogne. Donc quand je pense à Montaigne, quand je dis Montaigne, moi aussitôt je pense à la Boétie. Moi aussi. J'avais une question, Christian, parce que voilà, ça fait longtemps que je m'intéresse, mais comme d'autres, à la Dordogne. Il y a tous ces aspects, pas simplement écologiques. On a fait aussi, vous avez préfacé le livre Le Sédiment qu'on a fait sur le trésor écologique. Ça a été 2 ans de travail avec une trentaine de scientifiques. Et voilà, on essaye aussi d'investiguer d'une certaine manière autour de la Dordogne, pas seulement comme voilà, une rivière vivante, et vous avez parlé de votre passion pour la pêche, mais aussi comme une rivière qui incarne bien autre chose. Alors évidemment, on pense tout de suite au patrimoine historique, hein, la préhistoire qui est pas loin, l'histoire qui est un peu sur tous les escarpements rocheux qui la ponctuent, mais il y a quelque chose de profond qui se joue, et peut-être au-delà même de la vision des Périgourdins simplement, il y a quelque chose peut-être de l'âme française, hein, quelque chose comme ça, et je crois que vous y avez largement participé, parce que quand vous rappeliez le succès incroyable de la rivière Espérance, faut imaginer que les années qui ont suivi, il y a eu un boom du tourisme dans la vallée de la Dordogne, parce que ça a popularisé de manière incroyable les paysages, on va dire de Souillac jusqu'au début de la Gironde. Et dans ce passé batelier qui était largement oublié et qui depuis est réhabilité, et moi je vois, en Sarladais, on frise de surtourisme quand même, la rivière Espérance est devenue quelque chose qui est un peu partout sur les flyers. C'est un peu comme le Jacou croquant, mais version Dordogne, quoi, rivière. Est-ce que vous avez, comme au moment où vous l'avez écrit et au moment où les films sont passés, en 1995, je crois, à la télévision, qui était vraiment à l'époque où la télé était une grand-messe, maintenant tout le monde est sur son portable. Hein. L'idée que le moment où toute la famille se réunit pour regarder un truc à la télé, je peux vous dire, moi je suis prof, ça n'existe plus. Tout le monde est sur son portable, hein. Il n'y a plus de trucs partagés. Est-ce que vous aviez mesuré à quel point la Dordogne allait devenir une espèce de symbole d'une France profonde, authentique, oubliée, comme elle l'a peut-être incarné aux yeux des Français à cette époque-là? Moi, je l'ai toujours senti, mais le problème, c'était de le faire partager.
Et pour ça, il fallait l'écrire. Et ensuite, il fallait essayer de le faire adapter à la télévision. Et ça aussi, ça a été très, très, très difficile. J'ai pu le faire par l'intermédiaire d'un producteur qui s'appelait Jacques Salle et qui était originaire de la Corrèze. Mais pour nouer des contacts avec ce monsieur, moi, dans les années, à la fin des années 80, j'avais écrit des synopsis de scénarios parce qu'il était producteur à Gaumont Télévision. On était rentré en contact de cette manière. C'est lui, ensuite, qui a acheté les droits et qui a vendu les droits à Antenne 2, dont à l'époque, Didier Decoing était le directeur de la fiction. Or, Didier Decoing était un amoureux des bateaux. Et donc, il m'a raconté, quand je l'ai connu par la suite, qu'il avait les livres de la rivière Espérance sur sa table de nuit, mais qu'il se disait, on ne peut pas faire ça, c'est vraiment trop difficile, trop dangereux, ça coûtera trop cher, il y a toujours des dépassements quand on tourne sur l'eau. Et un bon matin, il s'est réveillé, il a vu les livres et il a dit, on le fait. Et comme ça, brusquement, brutalement. Et ça a été effectivement une aventure extraordinaire avec des acteurs. À l'époque, c'était Jean-Claude Beau, Pascal Grégory, Elisabeth Depardieu, et tourné par José Dayan, à l'époque, Carnebout, je ne me souviens plus exactement. Mais une aventure fabuleuse qui a duré, le tournage a duré 4 mois à Carénac, et ensuite pendant 4 mois dans les châteaux de la Loire où ont été tournées les scènes d'intérieur. Donc je savais, moi, je savais depuis mon adolescence qu'il y avait quelque chose là, qui faisait partie d'un patrimoine national et puis quelque chose d'un peu mythique avec cette aventure des bateliers qui descendaient en Bordelais, ils descendaient le bois et remontaient le sel et dans les denrées coloniales. Je savais qu'il y avait là quelque chose, une aventure fabuleuse. Mais de là ensuite à mesurer le succès de tout ça, moi je pense que ça vient aussi du fait que c'est le thème de l'eau, tout simplement. Comme chez Pagnol, Manon des Sources, etc. Chaque fois qu'il y a des thèmes comme ça, tout à fait éternels, l'eau, le ciel, le feu, ça, il y a toujours une résonance dans le public, toujours. Et je pense que c'est ce thème-là qui a fonctionné avec évidemment les moyens de la télévision de l'époque. Parce que comme vous le disiez, il n'y avait que 5 chaînes à l'époque, mais pas davantage. Et donc ça a eu un succès considérable, pour moi assez inattendu. Et en tout cas, ça m'a permis de vivre beaucoup mieux par la suite. D'accord, merci. Peut-être Michel, tu pourrais nous dire, parce que je trouve qu'il y a une forme d'injustice quand même de classer certaines œuvres littéraires dans ce qu'on appelle une littérature régionaliste ou littérature de terroir, avec l'idée un peu peut-être de dégrader cette image. Alors, je sais qu'on a beaucoup ensemble parlé de Giono, puisque nous on a édité il n'y a pas longtemps un bouquin de Giono qu'on adore. Et j'ai en tête la phrase de Claude Michelet, donc votre comparse reviste, qui dit ouais, il y a un moment où les Français se sont demandé d'où ils venaient quand même. Voilà, il y a eu la modernisation qui a un peu tout emporté après la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être que 20 ou 30 ans après, les Français ont commencé à s'interroger sur eux qui étaient partis massivement dans les villes, travailler dans les usines, c'est-à-dire peut-être un peu quitter une part de leurs racines. Peut-être avec les ans qui avancent, il y a eu une espèce de mouvement assez général vers les terroirs dont on est tous issus de quelque part, et qu'en ville, on a parfois du mal à s'enraciner. Et je sais que ça fait partie aussi des choses sur lesquelles tu réfléchis. Toi, tu as été un peu loin à un moment, et je crois que c'est peut-être cette distance qui t'a permis aussi de renforcer cette identification et d'approfondir l'attachement que tu pouvais avoir pour le Périgord et un peu la Corrèze. Oui, moi je suis très, très enraciné lorsque ma vie professionnelle m'a fait voyager fort loin en France, Nancy, Belfort, c'est vous dire. J'étais carrément en exil, j'ai été très malheureux. Je voulais aussi vous rassurer, parler de Paris tout à l'heure avec quelques complexes. Paris est plein de provinciaux, il n'y a que ça à Paris. Et de Périgourdin beaucoup, et de Limousin aussi, de Limoges. Oui, je ne sais plus ta question. L'attachement que oui, tu as pu développer. L'attachement. Alors je pense qu'on a, comme tu citais tout à l'heure, l'universel c'est le local sans les murs. Je pense qu'il est très agréable d'être de quelque part. Et tous les grands auteurs sont souvent de quelque part. Tu as parlé de Giono,
tout à l'heure. On pourrait parler de Mauriac. D'ailleurs, Mauriac, ce jour-là, Claudel aurait bien fait de se taire. Quand Mauriac a eu le prix Nobel de littérature, Claudel a dit « Oh, mais si maintenant on donne le prix Nobel à des écrivains régionalistes, non, tous les grands écrivains sont enracinés. » Voilà, mais c'est pas pour ça que ce sont ce qu'on appelle des écrivains régionalistes avec mépris. Genot, Dieu sait si on lui attribue, on l'associe à la Provence. Genot, il y en a plein, énormément. Tous les grands écrivains sont de quelque part. Et je pense que si on ne sait pas d'où on est, on peut craindre de ne pas savoir qui on est. Et Pagnol disait, c'est en restant chez soi qu'on devient universel. Voilà, mais ça, je ne sais pas, mais je le placerai. Peut-être Daniel, parce que toi je sais qu'il a écrit, donc il a dessiné pour le magazine littéraire une trentaine d'années, et son épouse m'expliquait tout à l'heure qu'en fait les gens étaient très contents de travailler avec lui, parce que d'habitude quand on sollicitait un illustrateur pour faire des images qui accompagnent un texte littéraire, généralement ses collègues se dépêchaient pour lire les livres. La chance de Daniel, c'est qu'il les avait lus avant, en général. Et peut-être que tu as des choses à nous dire justement sur le lien entre, peut-être, je pense peut-être à Giono ou à d'autres, le lien entre les écrivains que tu as beaucoup lus et leur lien avec le territoire. Simplement, je voulais vous dire aussi que, n'étant pas ni de la Corrèze, ni du Périgord, néanmoins, mes racines sont champenoises. Donc, c'est aussi une région vinicole. Donc, le Champagne, Reims, toutes ces petites vallées que j'aime beaucoup. Donc, mon père était champenois. Moi, je suis né à Paris, mais je retournais quand même souvent chez mon grand-père en Champagne. Et je vis toujours dans la petite maison de mon grand-père qui était né en 1870 et qui a vécu 3 guerres. Celle de 70, mais il était bébé, celle de 14, où il était père de trois garçons, dont il avait expédié d'ailleurs les 2 premiers à Paris pour éviter qu'ils ne soient trop près du front et de l'occupation de cette partie de la Champagne par les Allemands. Et puis la guerre de 45, il a vécu. Tout ça pour dire, c'est vrai qu'aussi je suis attaché à mon territoire, à la Champagne et au Champagne. Pour en revenir alors je me rappelle plus de la question. Aux écrivains, au lien avec le territoire. Oui. Les grands écrivains attachés au territoire, oui, c'est vrai si je pense aux amis comme Nicolas Bouvier, alors lui c'est la Suisse, à d'autres amis qui sont tous peu ou prou, c'est vrai, vous avez raison, quand même attachés à leurs racines, et parfois même retournent à leurs racines, c'est-à-dire que cet ami qui n'a pas eu le prix Goncourt l'année dernière, mais qui s'appelle Gaspard Koenig, qui a vécu une vie quand même philosophique, brillant lauréat de tout un tas de prix, qui est parti aux États-Unis, qui a travaillé, est revenu quand même à l'instigation de sa mère à la Normandie, a écrit un dernier ouvrage qui s'appelle Agroécologie, dans lequel il célèbre le travail de la terre, et il célèbre aussi les philosophes qui ont parlé de la nature. Donc c'est aussi un ouvrage que je vous recommande. Retour aussi à la terre, et la terre vraiment la plus profonde, puisqu'il a fait ce livre qui s'appelle aussi Humus, sur les lombriques, les vers de terre et autres bestioles qui se trouvent à quelques centimètres au-dessous de nos pieds. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Bon, voilà, je voulais rappeler donc le travail dans lequel on s'est engagé, où Michel et Christian ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est le Périgord des écrivains, donc ce livre qui réunit une 50aine d'auteurs, et pour faire écho au débat qu'on vient d'avoir, en fait, parmi ces auteurs, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de personnes, et peut-être fallait-il avoir à un moment le recul de l'étranger pour pouvoir célébrer de manière juste nos territoires. Alors vous connaissez probablement les quelques pages d'Henri Miller absolument magnifiques
sans doute une célébration définitive en fait de ce petit coin entre la Roque, Dôme et Bénac, au début du colosse de Maroussi. Mais on a trouvé aussi, par exemple, des grands Américains qui sont venus en Périgord au début du XXe siècle, Ezra Pound, T.S. Eliot, c'est-à-dire des gens qui sont très importants dans l'histoire de la littérature anglo-saxonne. Le grand écrivain Ernst Junger est venu à plusieurs reprises en Périgord par goût pour la préhistoire, les grottes et pour les insectes qui s'y trouvent. Et les pages de Junger sont absolument magnifiques, où je pense encore à Paul Celan, Jim Harrison. Hein, Jim Harrison qui est venu, qui raconte qu'il avait rencontré une belle sarladaise, qui est venu sur la base plutôt de la gourmandise et la gastronomie. Donc c'était intéressant de voir parfois que c'est peut-être le recul de l'étranger, parce que quand on a le nez dessus, peut-être qu'on ne mesure pas toujours à quel point on a la chance de vivre dans un espace qui est quand même relativement préservé, merveilleux à plein d'égards et riche d'un patrimoine tout de même exceptionnel. Et je suis toujours surpris j'essaie de plaider ça auprès de mes élèves, puisque c'est mon vrai travail qui me permet de gagner ma vie. Voilà, tous ignorent que la Dordogne est le dernier grand fleuve européen baignable, par exemple. De la Norvège jusqu'au Portugal, aucun fleuve ouest européen a une eau suffisamment bonne pour pouvoir s'y baigner. Et quand on se baigne dedans, ce qui est mon cas, moi je suis du côté de la Roque des Jacques, mais quand on se baigne dedans chaque été, en fait, on ne mesure pas forcément la chance incroyable qu'on a de vivre à côté d'un cours d'eau dans lequel on peut encore se baigner. Alors les touristes nous le rappellent, mais curieusement, ça reste encore relativement boudé par les locaux. C'est-à-dire que voilà, on a peut-être un peu perdu l'habitude. Et voilà, l'enjeu en tous les cas pour nous, éditeurs, c'était d'essayer de trouver les bonnes voies, les bonnes plumes, à tout point de vue, aussi bien dans l'écriture que dans le dessin, pour essayer de retisser en fait ce lien qui est parfois un peu éteint par la modernité, par les réseaux sociaux, par des trucs qui sont finalement pas qui restent encore un peu abstraits d'une certaine manière. Retisser ces liens étroits entre notre histoire, qui fait quand même ce que nous sommes, mais aussi notre environnement. Et c'est pour ça que c'est souvent les artistes qui peuvent recréer ce chemin entre nos espaces de vie et nous-mêmes. Et donc la littérature tient une bonne place, mais on a aussi beaucoup travaillé sur la photo. C'est nous qui avons mis au jour en fait le formidable patrimoine qui était jusque-là un peu ignoré, des grands photographes qui sont passés par chez nous, puisqu'on a un peu lancé les éditions du Ruisseau grâce à la confiance des deux filles de Robert Doisneau, qui nous ont ouvert l'atelier de leur père, le truc dingue. Voilà, on a publié les photos que Doisneau avait faites dans la Dordogne, l'Autoise et Périgourdine. Et après, on a tiré un peu le fil et on s'est rendu compte que Cartier-Bresson était venu, enfin voilà, plein de grands auteurs. Et pour vous dire, avant de faire passer peut-être une dernière fois le micro et avant de vous le passer, on vous confie le gros projet sur lequel nous travaillons depuis un certain temps, puisque en fin d'année, on espère, le gros livre de fin d'année qu'on espère sortir s'intitulera Dordogne, 500 ans d'images de la Dordogne. Voilà, ça fait pas mal d'années qu'on recense toutes les images sur la rivière, qui commence évidemment il y a 500 ans, fin du XVe siècle, par des cartes. Puis peu à peu, les cartes commencent à être un peu dessinées, et puis il y a des gravures, des lithographies, et puis la peinture vient, la photographie, jusqu'aux flyers touristiques dont on a retrouvé les premiers au tout début du XXe siècle. On commence à avoir une sacrée collection sur toute la Dordogne, c'est-à-dire des sources jusqu'à l'estuaire, avec l'idée de étendre l'attachement qu'on peut. Souvent on a un attachement avec la portion de rivière qui est devant ses fenêtres, pas loin de chez soi, et avec la conscience écologique, on se dit que ça serait bien que les gens puissent développer un attachement à la rivière, mais toute la rivière, c'est-à-dire en comprenant la solidarité entre l'amont et l'aval, entre la rivière et les berges, avec les échanges écosystémiques entre les hommes, les bestioles, les berges, etc., les cailloux. Et on pense que l'image peut nous y aider. Voilà, évidemment, on laissera une place, on l'espère, on commence à enquêter là, pour les questions de droit, etc., c'est compliqué, à l'importance de la rivière Espérance, parce que le cinéma a aussi été, la télévision, le cinéma, en plus de la littérature, ont été des vecteurs d'images qui ont été déterminants pour développer cet amour de notre cours d'eau. Alors, évidemment,
tout ce qu'on a dit sur la rivière, on peut le décliner un peu en plus petit avec la Vézère, puisqu'elle y est associée, et là aussi le commerce, enfin, voilà, on est en train d'enquêter aussi là-dessus, puisque on est censé produire un livre sur Condat prochainement, et le patrimoine hospitalier et donc templier de la vallée de la Vézère, qui est à moitié sur la Corrèze et à moitié en Dordogne. Donc voilà, c'est le gros travail dans lequel on est pleinement engagé. Donc peut-être un dernier mot, un peu de conclusion entre guillemets, de nos invités, où je vous laisse la parole et ça vous laisse voilà, la possibilité, vous avez des questions et je vous donne le micro avec plaisir. Donc, je voudrais savoir pour Christian Sillon, la Dordogne, c'est un fleuve ou une rivière? Il y a débat là-dessus, non? Non, c'est une rivière, c'est pas un fleuve. Les fleuves se jettent dans la mer. Or, la Dordogne se jette dans la Garonne pour former la Gironde. Donc, pour moi, c'est une rivière. C'est ça la définition du fleuve. Se jette dans la mer. Une rivière ne se jette pas dans la mer. Donc, la Dordogne se jette dans la Garonne. C'est une rivière. Elle devient Gironde, mais c'est une rivière. Si on considère que la Gironde, Comment? si on considère que la Gironde fait déjà partie de la mer, on peut dire Il y que a débat, oui. il se jette deux fleuves. Oui. C'est une définition qui est revenue, mais en tout cas, c'est la même. Il y aura toujours débat. En tous les cas, voilà. Bon, juste pour éclairer, je pourrais vous parler de ça assez longuement, parce que c'est le débat qu'on a assez fréquemment. Il y a l'appréciation géographique, il y a l'appréciation, on va dire, historique ou humaine. C'est-à-dire que quand on voit les vieux textes, peut-être ceux qui ont permis d'ailleurs à Christian de construire son histoire, en fait, on parlait des gens de rivière. En fait. Les gens ont toujours appelé ça la rivière. Et on s'est effectivement demandé si la Dordogne se jetait dans la Garonne avant que la Garonne se jette dans l'estuaire. En réalité, c'est pas si évident parce qu'il semblerait que la Garonne jadis ait eu son estuaire beaucoup plus bas et qu'elle est remontée et rejoindre l'estuaire de la Dordogne. Et donc, historiquement, du point de vue géomorphologique, voilà, certains peuvent considérer que la Dordogne soit un fleuve. Mais bon, peut-être ce qui est important, c'est de voir quel mot que nous on utilise. Et je pense que tout le monde, et même là, il y a la semaine dernière, on faisait une conférence dans l'Entre-deux-Mers. L'Entre-deux-Mers, considérant que la Garonne et la Dordogne étaient pour les gens de là-bas des mers en fait, parce qu'elles sont beaucoup plus larges. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir comment les mots caractérisent le même cours d'eau, suivant l'endroit où on se trouve. Et cet été, on est allé un peu enquêter du côté du Mont d'Or et de la Bourboule. Et là encore, voilà, c'est pas le mot rivière qui leur vient immédiatement à l'esprit, parce que c'est un petit ruisseau. Et même s'ils savent que bien loin, 400 km ou 450 km plus loin, c'est beaucoup plus large, en fait, ce qu'ils ont soulevé, c'est pas véritablement un fleuve ou une grande rivière. Donc, voilà. Mais je pense que ça participe aussi de la liberté des artistes de pouvoir porter à leur manière la définition qu'ils ont de leur rivière. En tous les cas, c'est ce à quoi on est attaché. Peut-être d'autres questions? L'esthétique et la poétique. L'esthétique et la poétique privilégient finalement la rivière Espérance. C'est sûr. C'est pour ça que je dis en termes rivière. C'est ce qui est important. Voilà, la question que je me pose, c'est rivière Espérance, on pourrait peut-être presque dire parfois rivière Nostalgie, et pourtant vous avez choisi Espérance. Alors, Espérance peut-être? Je justifie dans le livre en expliquant que, en fait, toute la population qui n'habitait pas au bord de la rivière et qui souffrait de famine, espérait venir sur les rives de la rivière où, au moins, ils pourraient manger en pêchant les poissons, faire du commerce et s'associer aussi au régime de la batellerie. Voilà pourquoi j'ai Espérance. D'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Juste une remarque, parce que j'avais ça souligné, à vrai dire j'avais un peu oublié, parce que dans le projet Chasse l'autre, on avait choisi de mettre sur l'anthologie du Périgord écrivains, où il y a un beau texte de chacun de nos invités, une citation d'Henri Miller, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure. On a retrouvé dans un courrier qu'il avait fait à sa maîtresse, Anaïs Nin. Il est en 1939, il est en Dordogne. On ne sait pas exactement d'ailleurs pourquoi il est venu en Dordogne. On pense que c'est peut-être par l'influence des grands poètes du début du XXe.
comme Ezra Pound. Et là, il écrit à Anaïs Nin, la Dordogne est le pays de Dieu lui-même. Alors voilà, je sais que c'est bien de pouvoir se flatter de temps en temps. En fait, il était venu parce qu'il était ami de Maurice Nadeau. Ah, c'est pas Maurice Nadeau, ce que tu m'avais dit, je crois. C'est vraiment ça? Ah oui, oui, oui. Et puis il est venu à Trémola. Voilà, donc là on a une amie de Trémola qui a fait beaucoup de rôle pour venir nous voir. Et d'ailleurs, il y a une correspondance qui existe entre Nadeau et Miller qui est passionnante. Dès les années 30? Parce qu'il est revenu après, après la guerre. Voilà. Mais avant la guerre déjà? Alors ça a commencé avant la guerre, mais c'est surtout après. D'accord, parce que voilà, on a une écrivaine là qui s'appelle Béatrice Comanger, qui est éditée chez Verdier, qui habite Dôme en partie, et qui a un peu enquêté là-dessus. Elle a fait sa thèse sur Miller, et elle n'avait pas trouvé ça. Voilà, parce qu'elle a même correspondu avec Henri Miller à la fin de sa vie. Donc moi je pensais que ça restait encore mystérieux, mais bon, le mystère ça y est effondré. Oui, et puis le vieux logis se prévaut d'avoir eu Miller pendant 2 ou 3 mois, mais ça c'est un peu sujet à caution. Oui. Parce que Giraudet qui dirigeait le vieux logis était haut en couleur, et bon, c'est pas attesté vraiment. Il le racontait si bien, Bernard Giraudet. Oui, c'est ça. On finissait par y croire. Quelques questions, peut-être remarques. Après, on peut aussi poursuivre de manière plus informelle en buvant un verre. Et puis, voilà, on vous proposera quelques livres si vous le souhaitez, monsieur. On peut dire que Georges Brassens, c'est un grand homme parce qu'il a su penser contre lui. Il a écrit cette belle chanson où il parlait des cons qui sont nés quelque part. Ça se concerne l'attachement à son terroir d'origine. Et il a su écrire aussi la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Ouais, super. Très bien, monsieur. Ouais. Alors là, on a... Ah, vas-y, parce que... Là, c'est du pain béni pour notre ami qui est un fou de Brassens. Ah oui, vous y avez cité mon oncle encore, parce que moi j'ai eu 2 oncles, Montaigne et Brassens. Modestement. Non, je voulais dire que moi qui ai travaillé dans la communication toute ma vie, les grands artistes et les grands écrivains font la promotion de certaines régions. Et je crois que le Périgord et les départements limitrophes doivent beaucoup à 3 personnalités. La première, qui a peu écrit, mais qui a peut-être dessiné, c'est Cro-Magnon. Le second, c'est Eugène Leroy, avec son Jacot le Croquant, c'est le premier croquant qui rentre dans la littérature, dans la mythologie de la littérature. C'est extraordinaire, parce qu'on connaît mieux Jacot le Croquant que Eugène Leroy. Et le troisième, c'est Christian Signol avec Sa rivière Espérance. Et tous les 3 ont fait la promotion de façon tout à fait considérable et des plus efficaces que tout ce que les publicitaires dont je faisais partie ont pu faire. Mais plus généralement, sur le journalisme, quand même, il n'y a qu'en France qu'on a établi ce genre de discrimination à partir des années 40-50, parce que dans les années 30, par exemple, les grands écrivains, c'était des régionalistes, c'était Chanson, Maurice Genevoix et tant d'autres, Mauriac, etc., etc. Or, pourtant, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, tous les grands écrivains, en réalité, sont des régionalistes, que ce soit Faulkner. Faulkner, à la fin de sa vie, il était considéré comme un écrivain paysan à New York. Que ce soit Faulkner, Caldwell, etc. En Angleterre, c'est un peu la même chose. Ça vient probablement du fait qu'en France, à partir des années 50, la littérature est devenue essentiellement parisienne, avec le sartrisme, etc., etc. Et puis en France, il y a toujours eu quand même un centralisme républicain important. Mais la réalité, quand même, c'est que tous les grands écrivains, en général, sont d'essence régionalistes. En tout cas pour moi. Tout vient de la terre. D'autres remarques, d'autres questions C'est important quand même de remettre les choses en perspective parce que il y a... maintenant on dit en région, on dit pas en province parce que ça paraît dégradant. Voilà, cette idée du rapport à la capitale, tout en oubliant que la capitale, effectivement, parce que là j'ai réussi à tomber sur des chiffres assez précis. Hein. Avant la Première Guerre mondiale, la moitié des Parisiens étaient nés ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, Paris a été fait peut-être des meilleures élites provinciales qui étaient montées évidemment à la capitale à réussir, hein, on connaît ça dans la littérature. Et Paris c'est un peu peut-être emparé exclusivement de l'idée qu'elle représentait le meilleur de l'art français, tout en oubliant que évidemment les gens venaient un peu partout. Parmi les gens qui ont fait la promotion du Périgord, quand même, Michel en parlait,
c'est pas une écrivaine, mais quand même, Joséphine Baker, qui a véritablement lancé le tourisme en Dordogne après la découverte de Lascaux. C'est quand même ça qui a fait connaître aussi le Périgord dans le monde entier. Je suis d'accord avec ce que vous dites, là, je vous remercie parce que il faut le dire, parce que je suis originaire de Milan, et je me rappelle quand on arrivait en Dordogne et qu'il y avait les petits, ceux qui l'ont connu, les petits chalets, les petites cabanes, et ça a été vraiment la première, ça c'est sûr. Oui. Alors c'est pas ce que je voulais dire au départ. Ce que je voulais dire, c'est dans la littérature, c'est quand même le nouveau roman, il me semble, qui a tué aussi ce régionalisme. Je le sais bien parce que j'ai passé mes études 3 ans à étudier là-dessus, que je regrette bien. Je préférais étudier d'autres auteurs à la fac. Et après, ça a été complètement, ça a été comme feu de paille en fait. Et maintenant, après, on revient sur une autre littérature. Heureusement, il y avait déjà Giono à l'époque. Heureusement, au moment du... Oui, mais il était méprisé. Oui. Méprisé. Il avait un public, mais un peu quand même. C'était dans la maison Grasset. Méprisé. Pas tout à fait quand même. Hein. Oui, une intelligence. Oui, par l'intelligence. Vous savez, moi au début j'ai eu beaucoup de mal à Paris, hein, avec la presse. Hein. Pourtant c'était un grand éditeur, c'était Robert Laffont, La Rivière Espérance. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Mais ils sont venus voir à partir du moment où j'ai vendu des livres. C'est-à-dire que quand ils m'ont vu dans la liste des best-sellers, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est ce type qui vient chez nous là pour nous poser des problèmes et on ne le connaît pas? Et ils sont venus voir à partir de ce moment-là. Mais ils ont mis le temps, ils ont mis 10 ans, 15 ans, quoi. Après, à partir justement du feuilleton de La Rivière Espérance. Je me rappelle que même, quand moi je suis d'ici, donc avec Michelet, toute la... L'école de Brive. L'école de Brive. Une fois, je ne sais plus si c'était à l'époque d'une émission littéraire, ils disaient on va quand même pas faire venir, j'ai entendu ces phrases. Alors que c'est grâce à ces livres que tous les gens de notre génération, nos parents, des parents, des gens qui n'étaient pas allés beaucoup à l'école, qui n'avaient pas lu, ont commencé à lire. Moi, ma mère a commencé à lire avec l'Orange de Noël de Père Mort, et après tous mon livres qui sont toujours à la maison. Voilà. Je pense que l'école de Brive a été l'organisme qui a rendu le plus de livres en France ces dernières années. En fait, vous êtes mieux placé pour en parler. Oui, mais ça date de plus que ça. Ça date des années 50 quand Pochemort a publié Clancier, avec Le Pain Noir. Le Pain Noir, c'était le 2020, hein, mais ça a déjà été un succès considérable, dont un feuilleton à la télévision, Georges Emmanuel Clancier, parce que Pochemort, qui était d'origine corrézienne, mais rurale corrézienne, il avait senti qu'il y avait là quelque chose, c'est-à-dire que les Français, il y avait un lectorat potentiel de tous ces gens qui étaient d'origine rurale et qui avaient dû partir vers les villes pour trouver du travail et qui étaient à la recherche de ce qu'ils avaient perdu. Et c'est ça la grande explication en réalité du succès de ces livres. Certes, c'est lu par la population rurale, mais c'est aussi beaucoup lu par la population urbaine, de tous ces gens qui ont quitté la province, mais qui ne sont pas partis par plaisir, ils sont partis par nécessité, pour trouver du travail. Et en fait, ils avaient perdu toutes leurs racines. Et c'est à ce moment-là que cette littérature-là, dans les années 50, avec Clancier, c'était le premier. C'était pas Michel le premier, c'était Clancier avec Le Pain Noir, qui a déclenché ce genre de littérature qui a eu... Oui, et il y a eu le même phénomène du côté de la Bretagne aussi, par exemple. Oui, avec Jacques Ezéliade, voilà. Etc. Dans toutes les régions, en réalité, Vincenot, en Franche-Comté, en Bourgogne, voilà, donc voilà. C'était quelque chose de très important, mais qui était inscrit dans la mémoire collective des Français.